on va bien évidemment laisser les questions dans la salle. Je proposerai aussi à Grégoire peut-être de revenir éventuellement, parfois pour partager les réponses. Donc merci à Michel Chrétien pour cette formidable intervention, je crois, pleine de bon sens et surtout de recul sur sa pratique. Sa pratique, je crois que c'est quelque chose d'important. Vous avez bien compris que Michel Chrétien, au-delà d'une planification de l'entraînement, ce qui semblait être au centre de sa pratique et de ses réflexions, c'était un peu une approche, on va dire, d'abord systémique. Je pense qu'il ne prend pas, que ce soit les aspects physiologiques, psychologiques, mentaux, enfin tout ce que physique, etc. Et je pense qu'il ne prend jamais un élément un par un. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut important. On l'a bien vu dans les expressions qu'il utilise, éducation motrice, hein, qui croise, endurance motrice, pardon, qui croise l'aspect physiologique, l'aspect technique, etc. Vous avez bien compris aussi que pour lui, la natation est à la fois un sport de propulsion, mais aussi un sport de glisse. Je pense qu'il a magnifiquement démontré ça. On pourrait presque faire de la devise d'Hébert, être fort pour être utile, être souple pour être efficace. Hein, j'ai l'impression que c'est presque sa devise. Comment ? C'était mon époque. Voilà, c'était l'époque d'Hébert. Je ne sais pas si tout le monde va faire de la boxe maintenant dans ses entraînements, mais en même temps, il a introduit même des communications qui ont lieu cet après-midi sur le rôle de la fréquence dans la performance, etc. Il y avait des choses très intéressantes. Alors ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'ouvrir le débat. Alors peut-être la première question très centrée bien sûr sur l'intervention de Michel, et puis ensuite de croiser les questionnements peut-être pour les deux conférenciers de ce matin. Voilà, qui veut intervenir? Alors levez la main, je crois qu'il y aura beaucoup de questions. Alors Philippe Hellard. Bon, c'est tout le monde connaît. Un magnifique bonheur de te voir intervenir, Michel. Je voudrais peut-être t'amener à aller un petit peu plus loin si tu le souhaites, si tu ne le souhaites pas. La première question, je voulais juste te demander sur les évolutions de fréquence et de vitesse. Parce qu'à un moment donné, sur l'analyse de course, tu as montré les tableaux. Puis après, il y a eu une autre analyse de course où on a vu qui ont été faites par François Yomarchand, là, qui a développé le petit soft. Et je voudrais savoir comment tu les interprètes, comment tu les lis. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, très globalement, les 2 années qui vont nous amener aux Jeux Olympiques. Alors d'abord les championnats d'Europe, puis les 2 années qui vont nous amener aux Jeux Olympiques. Très globalement, comment tu les conçois? Voilà. Bon. Simple. Alors comme je disais déjà, en ce qui concerne l'utilisation des analyses, je vais centrer déjà mon attention sur le temps de réaction, sur le temps de coulée. Pour moi, c'est très important. Et puis ensuite, très rapidement, d'une façon globale, c'est le nombre de bras que le nageur met pour le premier 50 et le nombre d'actions de bras sur le deuxième 50. Et puis ensuite, la propulsion, c'est-à-dire la force de propulsion qui est liée sur des notions de fréquence et de vitesse, ou en tout cas d'amplitude et vitesse. Donc ce qui m'interpelle, c'est ça, c'est très vite avoir ce regard. C'est le regard de l'entraîneur, parce que enfin, je vais très vite faire un parallèle avec le nageur. Le nageur, quand je lui présente ce modèle, ça parle pas. Ça parle pas trop aussi. Voilà, petit truc. J'ai mis tant de temps pour faire ça. Je suis passé en temps. Bon, les bras, je les ai pas comptés, bien entendu. Fréquence. Ah ouais. Oh bah, pourtant, j'avais l'impression de tourner vite les bras. Enfin, voilà. Et puis, je vais pas plus loin parce qu'après, on part trop dans le descriptif et on en oublie le moment de la course qui est vraiment particulier parce qu'on était en opposition avec un autre, il a fallu qu'on accélère à un moment qu'on n'avait pas imaginé. Enfin, tout ça, il faut toujours le remettre dans le contexte. Mais en tout cas, sur des points clés qu'on travaille à l'entraînement, on vient très vite dessus. Donc voilà comment je l'interprète. Il n'empêche qu'après, moi, je peux me poser des questions sur le dernier 25 mètres. Enfin, si vous avez eu un œil attentif, à mon avis, sur... voilà, je fais un peu plus de 14 secondes dans le dernier 25.
Il y a sûrement un effort à porter au niveau de ce moment. Alors, ça aide mon propos, justement. Donc, ça fait ça fait 5-6 ans que 98, pardon, que j'entraîne Jérémy, et tous les ans, il faut être créatif. Parce que si je lui fais faire la même chose que je lui fais faire pour Barcelone, Budapest, ça a été la première expérience, c'était très vite, tout s'est passé vite. Shanghai, n'en parlons pas. Bon, après, les choses ont commencé à se compliquer dans la mesure où l'élévation du niveau de performance et l'excellence demandée fait que on se retrouve confronté à des problématiques qu'on ne connaissait pas. Enfin, en tout cas, plus complexes que celles qu'on connaissait. Et puis, on est allé K1, jusqu'au championnat du monde à Barcelone, donc l'année dernière, 2013, qui nous ont donné... On n'a pas été meilleur qu'à Shanghai, ça se saurait. Mais en tout cas, Jérémy a démontré qu'au moment des championnats de France et puis au championnat du monde à Barcelone, il avait progressé dans plein de secteurs. Donc la nage libre. D'ailleurs, il participe à la victoire du 4x100. Il a progressé en 4 nages, il bat le record de France du 204 nages. Il est meilleur performeur au 200 mètres papillon. Il est champion de France du 100 mètres papillon. Enfin bon. Et là, on commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ce nageur? Parce que en fait, il nage vite dans beaucoup d'épreuves. Et donc là, je me dis que en fait, c'est parce qu'on a eu le temps de le faire, plus de sérénité, on s'est moins centré sur le dos uniquement, il a eu l'occasion de faire plusieurs épreuves. Et puis, il montre ce qu'on développe à l'entraînement. Donc, on l'a exprimé en compétition. Il y a plein d'autres nageurs français qui pourraient le faire, mais peut-être par manque de confiance en eux, le font pas. On sort en tout cas de Barcelone en 2013, et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour aller aux Jeux? Et donc, la question est posée, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je me dis, il faut que j'essaie de trouver l'attente du nageur. Il faut que ce soit lui qui me pose la question. C'est pas à moi je peux me la poser, mais en tout cas, lui, il faut qu'il me pose la question. Et après la finale du 100 mètres d'eau, où 2 fois Jérémy, en série et en demi-finale, passe dans les temps du record du monde avec 2 bras de moins qu'à Shanghai, c'est énorme quand même, parce que à Shanghai, il passe en 30 bras, et à Barcelone, il passe en 28 bras. Ça fait un cycle en moins. Et dans les temps du record du monde, et il me dit, je pousse au virage, j'ai plus de jambes. Alors, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Il me dit, je suis cuit, alors que je suis très facile. D'un moment de facilité, de plénitude, il fait un virage, il pousse au mur et il est mort. Donc il me dit, j'ai plus de jambes. Et là, je me suis dit, est-ce que je m'interroge sur les jambes ou est-ce que je m'interroge sur les bras? Enfin, je vais vous expliquer très vite pourquoi. Si, à mon avis, il n'a plus de jambes, c'est parce qu'il n'a pas de bras. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ses coordinations, en tout cas, font qu'il propulse énormément, il fait moins de bras, il a fait un cycle de bras en moins, mais peut-être s'est-il trop engagé sur les jambes. Donc, comment maintenant le rendre plus efficient sur les bras, en partant d'un problème de jambes? Donc voilà le lien, enfin le sens que je donne à l'entraînement là pour les 2 ans ou 3 ans qui viennent, c'est le rendre plus fort en propulsion bras, grosso modo. En essayant de rester, par contre, fort dans d'autres nages. On a éliminé le 204 nages, 404 nages parce qu'il est vraiment très faible en brasse et le travail à effectuer serait vraiment trop difficile. On le garde à l'entraînement parce que c'est de la variété. Il aime nager en 4 nages. Et donc, on s'est centré sur PAP de crawl. Et en PAP, il continue à progresser puisque cette année, il a fait son meilleur temps au 200 PAP. Voilà. Merci. Monsieur Schnitzler. Une question rapide. Comment est-ce que vous faites pour quantifier le poids relatif des bras et des jambes, s'il faut effectivement le faire progresser en bras par rapport aux jambes? Alors c'est intéressant parce que ça m'interpelle sur la quantification de l'entraînement. Bon nombre d'entraîneurs, après chaque séance, alignent les maîtres nagés en bras, en jambes, en plaquettes, en poules,
Alors moi je l'ai fait une année, mais ça m'a tellement gonflé que j'ai laissé tomber, parce que je me suis aperçu que je revenais pas dessus. C'est-à-dire que en fait, je passais du temps à quantifier des choses pour lesquelles j'avais aucune utilité. Donc c'est pour ça que j'ai toujours mes petits cahiers papier. J'ai pas sur l'ordinateur, je quantifie pas. C'est pareil sur les paramètres physiologiques. J'ai nagé tant au seuil, j'ai nagé tant aéro, j'ai nagé tant. Et donc nous, on se compliquait la vie parce qu'on était en natation, on est tellement un peu tracassé que en fait, on était sur 7 zones de travail au niveau physio. Et moi, ça me perturbait plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Et donc là, j'ai réduit à sa plus simple expression et je l'ai fait de façon intuitive, mais je vois que, en fin de compte, j'ai fait niveau 1, c'est tout ce qui est aéro et voilà, travail à 120 pulsations, tranquille. Il y a le travail au seuil, enfin, ou à la PMA, voilà. Et puis, c'est ce que j'appelle donc niveau 1, aéro, niveau 2, tout ce qui est au seuil, et niveau 3, tout ce qui est rapide, vitesse de course, sprint. Et c'est beaucoup plus parlant aussi pour les nageurs. Et je sais qu'aux États-Unis, eux, il y a 2 niveaux, c'est niveau 1, niveau 2. Bon. En tout cas, j'en suis resté là. Il faut aussi être pragmatique à l'entraînement. Donc, je mets toujours des bras, je mets toujours des jambes à l'entraînement, non pas exclusivement dans un souci de renforcement musculaire localisé, mais pour la variété de l'entraînement, entre autres. Une question. Ludovic Sefer. Tout d'abord, merci pour la qualité de votre témoignage, c'est hyper enrichissant. Et donc, moi, j'ai une question pour ça. Comment vous travaillez la technique emmène une dégradation de la technique, donc comment vous alliez ces deux aspects un peu contradictoires? Je pense que c'est pas contradictoire dans la mesure si on se dit que la technique, on doit retrouver son efficience dans la vitesse. Donc en fin de compte, tout ce qu'on sera en vitesse submaximale, c'est pas de la technique, c'est une idée de ce qu'il va falloir faire pour nager vite. Donc en fait, si je me déplace lentement, je sais que si j'ai des oscillations du corps sur les retours de bras en crawl et que je les éloigne très vite, très loin, et de façon saccadée, loin de mon axe, je vais perturber mon déplacement. Donc en fait, si je veux attirer l'attention du nageur sur la position idéale dans l'eau, je vais lui demander de nager à vitesse lente en essayant de rapprocher la pelle du centre du corps, enfin de l'axe du corps, pour la projeter vers l'avant, pour à nouveau pousser de l'eau. Donc ça, je ne vais pas le faire à haute vitesse parce qu'en fin de compte, il ne tiendra pas, donc on ne pourra pas répéter les choses souvent. Donc on va le faire à travers vitesse basse, mais encore une fois, ça ne correspond en rien à ce qui doit être fait techniquement pour nager vite. Et je suis un peu chiant, et c'est que, souvent en série, quand on est dans le dur, chaque fois c'est combien de bras, ou quelle organisation respiratoire, où est-ce que tu es sorti à 10 mètres, à 15 mètres, à 5 mètres. En tout cas, j'interpelle souvent le nageur, c'est comment tu t'y es pris, quoi. Oui, complètement, parce que s'il n'y a pas cette relation avec l'organisation générale, la physio sera un moyen explicatif, mais en fait, si on ne sait pas nager, de toute façon, on peut avoir une grosse VO2, c'est pas pour ça qu'on ira très vite, quoi. Voilà, c'est toujours le même problème. Il faut parler très fort. Hein. Alors, il est vrai que donc dans la planification de ma semaine, le lundi matin était consacré à 2000 mètres d'échauffement varié. Ensuite, on faisait 3 ateliers de 20 minutes chacun. Il y avait un atelier sur le travail de coulée, un atelier sur le travail des départs et un atelier sur le travail des virages. Alors, les coulées, je vous ai expliqué pourquoi. À un moment donné, c'est Stravius qui m'a posé la problématique de travailler les coulées. Et puis aussi un jeune étudiant
d'Amiens ou de Lille, je crois qu'il a fait les deux, qui en fin de compte s'occupait de nageurs avec palme, enfin en apnée, et puis un jour je discute avec lui lors d'une intervention en STAPS et me parle d'hypercapnie. Donc voilà, comme quoi en fait le travail d'apnée serait très bon, enfin justement pour au niveau musculaire capter l'oxygène. Alors je me dis tiens, bon, voilà un gars qui me sort quelque chose d'intéressant. Et puis après je m'interroge sur comment fonctionne Stravius. Tiens, effectivement, plus il nage en coulée, mieux il est. Donc on a mis ce processus, j'ai essayé de le mettre en œuvre à l'entraînement. Donc c'est des largeurs de bassin où on parcourt 15 mètres, repos 10 secondes, on respire, on repart 15 mètres, repos 15 secondes. Et puis on répète ça X fois, 12 fois, 20 fois, enfin bref, tout dépend de... Ou alors faire systématiquement des parcours, 10 secondes d'apnée, je donne les départs, on fait 25 mètres, ensuite ondulation palme jusqu'au 25, on ressort, on récupère 20 secondes, on repart 10 secondes en apnée statique, et après on fait 25 mètres. En fin de compte, ça c'est des techniques que j'ai empruntées à l'apnée. Donc on travaille ça. Et je ne le fais plus le lundi matin, parce qu'on le faisait lundi matin parce qu'on reprenait la semaine, voilà, tranquillement. Parce qu'ils ont dépassé cette étape, techniquement ils sont bien appropriés ce que j'avais demandé. Donc maintenant je le fais le mercredi après-midi, j'ai pas oublié, je l'ai pas délaissé. Et je me suis aperçu aussi également que le travail d'apnée, entre autres, non moins après une séance de boxe où je disais tout à l'heure, ils étaient très énervés, très excités, avait un pouvoir calmant. C'est-à-dire que plus on répétait les apnées, plus ils récupéraient du stress, mieux ils étaient dans l'eau, et jusqu'à en avoir froid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'il y a on tombe en hypothermie, et donc je repars après sur un cycle d'entraînement, enfin bon, pour pas finir cette séance en ayant trop froid. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, en allant chercher quelque chose, j'ai trouvé autre chose. Donc ça, c'est aussi important. Je l'utilise pour l'échauffement en compétition, où maintenant on fait beaucoup de travail d'apnée à l'échauffement, parce que ça leur permet justement d'être bien et de calmer ce stress avant la course. Oui, je vais parler fort par rapport au... Je viens de répondre un peu à la question que je voulais poser, mais ça faisait un peu le lien avec ce que nous a dit Grégoire tout à l'heure, sur justement la prise en compte de cette ventilation, cette respiration en natation qui est hyper contrainte, finalement, où le temps passé sous l'eau sans être en capacité d'organiser une ventilation, la coulée, l'approche du mur, etc., elle a une part non négligeable. Et je me souviens qu'à deux, par rapport à quand on réfléchissait sur ces analyses de course, ce qu'elles pouvaient nous apporter, je me souviens de 200 mètres de Jérémy, où justement l'une des réponses de Jérémy, c'était qu'il avait besoin de respirer tout bêtement et qu'il raccourcissait ses coulées parce qu'il se sentait un petit peu en besoin de respirer. Elle savait organiser aussi toute une réflexion, et aussi sur le dos avec un garçon comme Camille Lacour qui est dans une posture qui n'est pas tout à fait la même que Jérémy, hein, pas du tout même, mais qui l'empêche de s'oxygéner correctement, et du coup le passage au virage, il est un petit peu en manque d'oxygène. Enfin, je fais des raccourcis, je pense que je me ferai assassiner par des physiologistes, mais un truc un peu qui ressemble à ça. Et ça m'a fait un peu penser à ça quand tu disais qu'après le virage, il se sentait un petit peu vide d'énergie dans les jambes. Il y avait peut-être une piste aussi qui met... voilà. Et je sais qu'on en avait parlé ensemble, et là, en t'entendant parler de ce que tu fais sur l'apnée et la prise en compte de l'apnée, il me semble qu'il y a tout un champ qui est peu investigué finalement de manière générale par les entraîneurs, à part des respirations 3-5, etc. Je pense que ça mériterait de s'en soucier encore un peu plus, et travailler des respirations contraintes en dos. Il y a des gamins, ils ont l'impression que c'est pas possible, par exemple. Faire de la respiration tous les 3 ou 4 ou 5 coups de bras en dos, tout bêtement, c'est pas possible, parce que ils ont la tête tout le temps hors de l'eau, donc ils respirent n'importe comment, soi-disant, bref. Donc il me semble que voilà, c'était... Donc c'est pas vraiment une question, mais je pense que ça fait le lien avec ce que disait Grégoire, justement, sur comment avoir cette problématique de la respiration et de la ventilation qui est finalement prise en compte très régulièrement dans l'année, et pas seulement à l'occasion de stages spécifiques
qui vise un objectif un petit peu complémentaire. Voilà. Moi, j'aurais une question pour Michel par rapport à la force explosive au niveau des jambes. Comment tu le travailles? Est-ce que vous le travaillez parce qu'on voit bien l'intérêt que ça peut avoir au virage. Et puis la deuxième question, ça serait par rapport à la périodisation. À un moment donné, tu disais tu travailles sous forme de période de 6 semaines. Et donc, ça se rapprocherait un peu du modèle par bloc. Est-ce que tu différencies le contenu de ces semaines en fonction du calendrier? J'imagine que oui. Si tu pouvais nous en dire un peu plus par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne la force explosive, on travaille essentiellement en muscu. Et j'ai oublié de dire, on a 2 séances de musculation et on a 3 séances de PPG dans la semaine avant chaque séance où on développe ce qu'on appelle les points faibles. Donc pour les nageurs, l'explosivité sur les jambes, ça fait partie des points faibles. Alors, soit sur un plint où on demande de sauter de façon répétitive à la plus grande hauteur possible à un signal ou pas. Oui, là ça on enregistre les progrès. On a également au myotest, à l'aide du myotest, on fait des demi-squats, enfin quart de squat et demi-squat, on va pas plus loin. Il y a aussi le multibond, il y a aussi également les fentes, il y a tout un tas d'exos qu'on a mis en place pour essayer d'avoir la plus grande puissance explosive au moment du départ et des virages. Maintenant sur le bloc, moi le bloc ça me va très bien parce que justement c'est la solution que j'ai trouvée et il n'empêche que j'ai pas de bloc bien précis, enfin non c'est pas ces mauvais termes, j'ai pas le bloc aéro, le bloc lactique, le bloc vitesse, j'ai pas ça, j'ai un bloc chaque bloc me permet de travailler tous ces aspects. Et en fait quand je parlais de ma boîte, là où il y a un processus de transformation, je me dis que voilà, ces 6 semaines me permettent de passer à la moulinette. Enfin bref, en tout cas, ces attirances entre ces pôles positifs et pôles négatifs, de donner une transformation à la fin de chaque bloc. Et quand je parle de bloc aussi à l'entraînement. C'est-à-dire que dans ma séance, j'ai mon premier bloc et j'ai mon deuxième bloc. Donc le bloc, il va être premier en crawl et peut-être à VM1, et le deuxième, il va être en spé et nager sous forme de vitesse. Donc voilà, à chaque fois, j'ai bien cette notion de... Quand on dit un bloc, il y a toujours cette notion de... Il y a plusieurs des étapes ouais, voilà. Pour pas que ça soit un échange à deux. Donc à l'issue des 6 semaines, à chaque fois, tu fais une petite période de récup? Ou comme c'est un peu présenté, ou bien t'en ressens pas nécessairement le besoin, parce que tu nous as dit qu'il y avait souvent une compétition à l'issue de ces 6 semaines ou de ces 5-6 semaines. En fait, avant on appelait ça traditionnellement une semaine de transition. Donc je l'ai fait, je l'appelle pas transition, mais de réadaptation, enfin. Pour justement le démarrage du nouveau bloc. Donc si on a fait une compétition, le lundi je vais recommencer doucement, voilà, je le prends en considération. Donc il y a toujours une période de réadaptation sur 3 ou 4 jours. Oui. Bonjour, Frédéric Duclos du Krebs de Dijon. Ma question est assez simple. En regardant cet organigramme, j'imagine que dans les parties blanches, il y a la partie scolaire. Et donc, ça laisse supposer que cet organigramme est complètement plein. Et vous avez évoqué le fait, en tout cas l'importance, de discuter énormément avec votre athlète ou vos athlètes. Comment vous faites? Alors, non, maintenant les parties sont blanches parce que j'ai mon groupe sont essentiellement des nageurs pros ou inscrits en fac, mais bon, ils y vont peu. Bon, et puis en même temps, c'est tellement compliqué de s'entraîner quand on fait un cursus scolaire ou universitaire. Bon, j'ai une lycéenne qui est dans ce système, mais on a des horaires aménagés, c'est-à-dire que
on a le droit de rater les cours. Donc on les rattrape comme on peut, mais en tout cas ça leur laisse du temps dans la journée et pour s'entraîner. Et donc ils sont quand même, la majorité d'entre eux, ils sont pros. Donc c'est-à-dire que quand ils quittent l'entraînement, c'est pour les récupérer. La discussion, elle n'est pas systématique. Alors je me rappelle pareil, on est toujours tenté de faire ça, de systématiser les choses. Donc lundi après-midi 15h, nous allons discuter. Tous les lundis, discussion. Après, ça devenait, on tourne en rond. Tiens, toi ça va, moi ça va. Tiens, il va me brancher, on va parler de... Il va me dire que la semaine dernière, c'était pas bien. Enfin bon. Et là, je crois que c'est la connaissance de l'athlète, c'est trouver le moment. C'est uniquement, rien que le dire, ça va. Rien que ça, c'est incroyable. Hein. Quand on me demande si ça va, généralement, ouais. Et puis au bout de 2 secondes, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui va. Bon, voilà, je crois que c'est capter le moment où nous, on ressent les choses. C'est-à-dire que si je vois qu'à l'entraînement, il y a des choses qui ne vont pas, je vais peut-être attendre pour en parler parce que c'est pas le moment. Je me dis, si là, je mets le point là-dessus, alors là je vais multiplier les problèmes et on va partir, non pas au clash, mais en tout cas, on va se tourner le dos et il faut attendre le moment. Alors ça, je crois que c'est la connaissance. Mais en tout cas, il ne faut pas rester sans communiquer. Et souvent, les nageurs me disent, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Et ça, c'est important. Et je me dis souvent... entre autres la psy qui me dit toujours dis-leur que c'est bien. Ça c'est tu me l'as pas dit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser traîner les choses. À un moment donné, c'est là qu'on voit un truc. Bon, pas tout de suite sur l'instant parce que quand ils sont au taquet, il faut les laisser le temps de récupérer, donc d'être capable je ne vais pas dire réfléchir, mais en tout cas prendre du recul sur le moment, les moments intensifs, et donc de trouver un moment. Mais il ne faut pas que ça parte dans un truc qui dure 30 minutes. 5 minutes, on se dit les choses et je crois que ça suffit. Surtout Stravius, enfin lui en particulier, en 2 minutes, même pas, on s'est dit les choses, quoi. C'est pas la peine d'aller très loin dans la démonstration. Ok, on va devoir conclure. Alors simplement, Michel, on voulait te remercier parce que dans notre rapport théorie-pratique, on t'a fait venir un petit peu pour ça, pour faire la liaison, et tu as super bien joué le jeu. Je pense même qu'à un certain moment, on a approché l'analyse clinique de l'activité, notamment dans l'échange avec Grégoire. Donc là, c'est vraiment... Je crois qu'il y a des grands moments qui sont enregistrés, qu'on conservera précieusement. Alors, une dernière question, justement, dans toute cette interview, dans tout cet entretien, on a vu que la compétence que tu as construite au fur et à mesure de ton parcours, eh bien, c'était tu t'es passé de « j'applique la théorie » à « je théorise ma pratique ». Alors, la dernière petite question facile, parce que tu as vécu 1h30 là, compliquée, c'est difficile ce genre d'exercice, je pense. Donc, la fatigue arrivant et avant de déjeuner. Ma dernière question, puis en même temps, je demanderai à Grégoire peut-être d'avoir une illustration scientifique pour justement illustrer cette liaison théorie-pratique. En tant qu'entraîneur, on a tous notre petite série type pour vérifier l'état de forme du moment de notre nageur. Alors, des fois, le nageur lui-même aime bien avoir cette petite série type. Alors, à Amiens, c'est quoi la série type de Jérémy Stravius? En même temps, ça fera la transition pour ce soir, puisque c'est une question qu'on va poser également. Donc, quelle est la série type de Michel Chrétien avec Jérémy Stravius, et puis l'éclairage scientifique de Grégoire. Voilà, merci pour terminer. Alors comme je disais, j'en ai plusieurs parce que des fois c'est en fonction du moment. Il y en a une que j'aime bien, lui il aime un peu moins bien. C'est en fait, on a un 30 x 100, donc un en crawl, un en 4 nages et un en spé, donc un en dos. Et le 30 x 100, en crawl c'est départ 1:30, en 4 nages c'est départ 1:45 et en spé c'est départ 2 minutes. Et donc le but c'est de tenir la plus grande vitesse possible sur le troisième sans lâcher le premier 100 mètres en crawl qui doit être niveau 1 mais presque niveau 2. En 4 nages, nager un peu plus vite et s'appuyer sur sa spé. Et le troisième en spé c'est nager le plus vite possible en essayant de faire en sorte que le premier 50 soit à la même vitesse que le premier 50. Donc c'est un peu compliqué, mais quand il a réussi, eh bien c'est vraiment très très bon signe pour la suite. Donc voilà la séance type, enfin la série type. Moi, je suis loin d'être expert pour pouvoir critiquer ou même commenter. Simplement, il me semble qu'il y a des notions telles qu'une pré-fatigue qui serait non spécifique, et puis avec des aspects musculaires, des aspects métaboliques. Et ça lui permet d'être sur une série qui soit suffisamment longue, que tu puisses aussi investiguer la dégradation au cours des
10 fois, donc si j'ai bien compris, des 10 fois 100 mètres spécifiques. Et de ce point de vue-là, c'est vraisemblablement intéressant. Il y a de la diversité, c'est suffisamment long, c'est exigeant parce que comme il essaye de s'engager dans différentes épreuves que le dos, il y a aussi cette composante-là. Et donc pour le détail, c'est la meilleure série qu'il ait faite, c'était 59 secondes d'allure au 100 dos. La moyenne des 10.